Bonjour à toutes et tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Marjorie Boisjol. Marjorie, bonjour. Bonjour. Écoute, je t'accueille dans un environnement particulier. On est dans la suite présidentielle, rien que ça, du Pullman Paris-Bercy. Accor nous a fait la gentillesse, l'honneur de nous mettre à disposition cet espace pour venir parler handicap, performance, société. Et donc, je suis ravi de t'accueillir ici. Incroyable cette suite, incroyable. C'est pas mal, hein. Bon, là, on n'a que le salon, mais vraiment, il y a une très belle vue en tout cas. Marjorie, t'es championne de France, d'Europe, de badminton. Euh, Valide, j'aime pas trop ce mot, mais c'est ce qu'on dit. À ton plus jeune âge, tu raccroches la raquette, tu la ranges dans le placard. Tu te dis, moi, le badminton, plus jamais. Et puis, tu as une opération chirurgicale, on va y revenir. Et puis, tu te retrouves en situation de handicap. Et puis, il y a quelques semaines, tu es championne d'Europe, C'est ça, para-athlète, du coup. parallèle. Parce qu'il paraît qu'il faut dire para, c'est pas vraiment. C'est une paramédaille que t'as, voilà. Tu es championne d'Europe de badminton. Donc, déjà, assez peu de volonté, en fait, parce que tu reviens. Non, je rigole. Non, mais c'est quoi ce parcours de ouf? Comment on passe de championne d'un sport, athlète de haut niveau, on se dit on raccroche, on a une opération et on se dit tiens, On reprend. si je reprenais, explique-nous ça. Ça a été des concours de circonstances et des rencontres en fait qui m'ont permis ça. C'est-à-dire que sans certaines personnes qui ont traversé mon quotidien, mon chemin en centre de rééducation, j'aurais pas décidé de reprendre le badminton. Parce que c'est vrai que j'avais atteint un niveau étant jeune euh, où le badminton est rentré dans ma vie à 7 ans. Je suis partie en sport-études à 11 ans. J'ai quitté le cocon familial très tôt. Je me suis construite à travers à travers ce sport et à travers toute l'équipe qui est autour. Et j'ai rangé ma raquette à 24 ans en me disant plus jamais je la prendrai parce que j'avais justement des problèmes de santé, des problèmes, beaucoup de douleurs et beaucoup de moments où je devais être alitée ou hospitalisée. Et je me disais, bah, j'ai plus le niveau que je veux avoir. C'était très frustrant, très difficile à gérer émotionnellement. Et puis aussi des parcours de vie personnels qui ont fait que j'ai décroché aussi. Et les deux combinés, j'ai rangé ma raquette en me disant plus jamais. Et par la suite, je suis en centre de rééducation, effectivement, 14 ans plus tard. Et en fait, un ergothérapeute qui faisait ma rééducation, ça faisait déjà 6 ans ou 7 ans que j'étais dans ce centre de rééducation régulièrement, me met une raquette de badminton dans la main. C'était un nouveau ergothérapeute du service, donc on se connaissait pas beaucoup. Il connaissait pas tout mon dossier, et quand il m'a mis la raquette dans la main, je me suis dit, il connaît vraiment pas mon dossier parce qu'il m'a demandé, on va jouer un peu au badminton, est-ce que tu connais ce sport? C'est ça. Excellent. Ok, donc lui, il sait pas. Je dis oui, je connais un petit peu. On est allé dans le gymnase. Il a pas mis de terrain, il a juste pris un volant et une raquette, et puis on a commencé à tapoter ensemble. Et il me dit, waouh, ouais, c'est pas mal, tu te débrouilles bien. Je dis merci. Jusque-là, je dis toujours rien. Je continue de m'amuser et je me dis, c'est quand même incroyable. J'ai une raquette dans la main. Lui, il sait pas du tout ce qui se passe. Et moi, je comprends absolument pas à ce moment-là ce qui est en train de se passer non plus. Mais au bout de quelques échanges, il s'arrête et il me dit, non, mais il faut que tu m'expliques là, tu joues beaucoup trop bien. Donc, bah, c'est à ce moment-là où je lève le voile et je rigole. Et je dis, bah, je suis ancienne championne de France de badminton avant que j'ai tout ça. Donc, il veut plus jouer avec moi. Mais finalement, on fait une séance d'ergothérapie ensemble là-dessus, où j'ai réussi à connecter des parties de mon corps que je n'arrivais plus à connecter, avoir des mouvements moteurs que je n'étais pas capable de faire dans un autre cas de figure. Donc en fait, c'est vraiment la même Genre quoi? des déplacements. Des déplacements avec les pieds qui allaient beaucoup plus vite. J'ai une perte de notion de où sont mes pieds dans l'espace, en fait. Parce que j'ai eu des paralysies, j'ai des atteintes motrices au niveau des jambes. Et donc mes pieds, je ne sais pas comment ils sont orientés, par exemple. Donc pour tout ce qui est déplacement, quand on est en rééducation avec tout ça, c'est compliqué. T'imagines bien? Et donc dans ces parties-là, j'arrivais à faire des choses qui étaient des automatismes qui revenaient, en fait. Et moi, je veux revenir avant tout ça. Parce que là, comment
Pourquoi déjà? Est-ce que ta famille, est-ce que tes parents, c'est des champions de badminton? Comment tu te retrouves à 7 ans, avec une raquette de badminton et à 11 ans à partir en sport-études, dans ce sport? Est-ce que ta famille venait de là ou pas du tout? Alors, c'est tout part de ma maman qui jouait dans un club de badminton et, et donc qui a initié mon papa qui est devenu président du club de badminton. Et en fait, on allait jouer. Alors, on touchait au sport de manière régulière dans la famille. Mon père a eu un haut niveau en lutte. C'est un ancien lutteur. Et donc, le sport, ça faisait vraiment partie de l'empreinte de la famille. Et moi, j'ai accroché avec tout ce qui était sport de raquette. Je faisais du badminton, je faisais aussi du tennis et je faisais aussi du triathlon pour le fond et voilà. Oui, pas pour la raquette. Triathlon, non. Et donc, c'est parti de là. Et à 7 ans, donc, je commence à vraiment prendre goût et plaisir au badminton et au tennis. À 9 ans, j'ai une présélection en tennis pour intégrer le pôle régional. Et dans la présélection, on n'est plus que 2 personnes à rester, un garçon et moi. Le même âge, un garçon et une fille. Et sur le match décisif, je gagne et lui est sélectionné. Classe. Et la réponse a été « c'est un garçon ». Mais c'est-à-dire? Et la première claque de ma vie à 9 ans à me dire « je suis meilleure, j'ai bossé pour, j'ai tout donné, j'ai gagné, mais je suis pas sélectionnée parce que je suis une fille. Mais enfin, » Incroyable. en quelle année? En 1900? Ah bah, je suis de 86. En 95? 95, ouais. Waouh! La première claque. Et donc, j'arrête le tennis. Et tes parents et tout ça, enfin personne, autour? Fou. Incroyable. Mon père d'un... En plus, ancien lutteur? Voilà. Il aurait pu lui casser la gueule. Non, mon père j'ai dit « tu vas le regretter ». Et c'est assez drôle cette phrase parce qu'effectivement, quelques années plus tard, quand je suis devenue championne de France de badminton, cette personne-là continue de suivre ce que j'ai mis en place et de voir mes performances et surtout mon assiduité et peut-être la performance, enfin pas la performance en soi, mais la volonté que j'avais. Effectivement, il a dit à mon père « je regrette ». Mais moi, je regrette pas parce que finalement, ça m'a apporté un chemin dans lequel je me suis construite. Comment on arrive à se construire en tant que personne? Ça, pour le coup, je suis hyper intéressé sur le côté, quand tu es jeune et que tu accroches. Est-ce que, c'était un truc en plus de l'école et tiens, en fait, by the way, ce week-end, j'étais championne de France, et parce qu'en fait, il y a beaucoup de sports, qui sont pas trop médiatisés, donc tu peux être, champion de France, mais en fait, au mieux, ça c'est dans la Gazette locale, mais c'est quand même un truc, très petit. Ou est-ce que quand t'es sport-études et tout ça, tu lâches tout pour ça? Je veux dire, comment t'arrivais à lier la performance sportive, ta vie de jeune pré-ado puis ado, et l'école et tous les trucs qui sont un peu ce que tu vis à cet âge-là? Alors, je le voyais un peu comme une seconde famille aussi, le côté quand on était en déplacement, quand on était en équipe de France, quand je partais avec le pôle espoir. Et c'est moi qui ai fait la démarche de partir en sport-études tôt, Ok. en fait, à 11 ans. Je voulais partir dès la 6e. Mes parents ont refusé à ce moment-là, notamment ma maman, parce qu'elle disait si t'es quand même, il y a le changement, t'es d'abord. Enfin, elle essayait un peu de me canaliser et je suis de nature à foncer tête baissée et à y aller, quoi. Donc elle a essayé de me canaliser, elle a réussi 1 an. J'avais ma 6e encore chez moi. Mais c'est moi qui demandais à aller m'entraîner le soir. C'est moi qui demandais à aller m'entraîner les week-ends, pendant les vacances scolaires. Donc il y avait ce côté, il y avait pas cette notion de sacrifice de la vie d'un jeune classique, on va dire, parce que c'était une volonté et une envie et que c'était quelque chose qui me faisait vraiment, qui me définissait et qui me faisait vibrer. Donc j'avais envie de partager ça et je partageais aussi ces moments avec mon père à ce moment-là. T'as des frères et sœurs? J'ai un grand frère. Ok. Qui a aussi été Non, du tout un peu sportif. Lui, c'est un artiste né. Il a toujours été dans la créativité. Voilà, il fait du théâtre aujourd'hui. Enfin, donc on est dans 2 domaines différents, mais pas si opposés que ça. Mais lui n'était pas dans cette définition du sport
C'est courageux quand même à 11 ans de se dire je vais partir parce que j'imagine que sport études badminton c'est pas dans toutes les écoles et dans tous les collèges quoi donc C'est ça, là c'était à Strasbourg et en fait c'était aussi me faciliter mon quotidien parce que pour s'entraîner tous les jours, il faut pouvoir mettre des choses en place et à l'école classique, à l'école aujourd'hui ça a un petit peu évolué mais à cette période-là, il n'y a pas d'adaptation d'horaire. Donc c'était vraiment mettre les choses en place en plus et même pour mes parents, c'était aussi beaucoup, ça demandait beaucoup d'énergie. Ils travaillaient tous les 2, il faut pouvoir aussi, suivre son enfant qui veut tout le temps aller faire du sport partout et partir aux 4 coins de France, d'Europe, pour faire les compétitions. Partir, c'était aussi le côté vivre de ma passion, en étant encadrée, en étant entourée, soulager aussi ce côté, parents qui doivent tout gérer et peut-être aussi une forme de maturité à ce moment-là déjà qui avait déjà été mis en place et puis l'autonomie, de partir en internat juste pour terminer. c'est quoi le modèle quand t'es championne de France? Je veux dire, il se passe quoi? En fait, c'est un sport qui est très très prisé plutôt en Asie dans les pays asiatiques qu'en Europe. Du coup, j'imagine que la question du sponsoring et tout ça, c'est un vrai sujet. La question des déplacements. Qui est-ce qui te soutient? C'est un club? C'est le département? C'est la ville? C'est la région? Il y avait une partie du département, une partie de la région, beaucoup de soutien de mes parents, donc beaucoup de sacrifices financiers de leur part et j'ai aussi un club qui s'appelle le Red Star Mulhouse qui m'a énormément soutenue. Le fait que j'ai été sur liste de haut niveau, ça aide aussi, pour pouvoir avoir des sponsors. Mais c'est le club qui m'a énormément soutenue à ce moment-là, il y avait beaucoup de médiatisation, donc ils arrivaient juste pour avoir de la médiatisation sur, j'ai encore, toutes les coupures, mon père m'a donné il y a pas plus tard que l'année dernière, en fait, toutes les coupures de journaux, qu'il avait, en fait, gardées, qu'il avait répertoriées, donc j'étais même pas au courant de ça. Je l'ai récupéré, oui, l'année dernière. Il m'a dit: «J'ai un cadeau pour toi», il m'a donné ça. Ah, c'est trop chouette. Incroyable. Il y avait vraiment tous les articles, la petite prodige, avec la raquette en main. On faisait des séances photos, à la maison. Mon père, il se faisait photographe, attaché de presse, enfin vraiment Trop bien. tout le truc autour et j'avais des sponsors de tenues aussi. Ok. Donc j'avais une marque, qui me suivait à ce moment-là et Et derrière, t'es parti, il y a eu des envies d'Europe et de monde. Enfin, typiquement, l'Asie, ça n'a pas été un sujet à un moment de te dire, bah attends, c'est là-bas que ça se passe, mon sport. non, on n'avait pas encore assez le recul et surtout pas les moyens et la France, on était encore à ce moment-là trop loin, Ok, même en Europe encore. ok. Il y avait vraiment, le Danemark qui était devant, la Suède, l'Allemagne. Donc j'étais à la frontière allemande, donc je faisais beaucoup de stages en Allemagne. Ok. On faisait des partenariats avec les Allemands. Ça m'arrivait de faire des stages aussi au Danemark où on partait en voiture. Mon père roulait toute la nuit et on arrivait sur place et on faisait une semaine de stage et on revenait. Euh, C'est fou l'énergie. j'ai- L'énergie que ça déploie. Moi, j'ai un petit qui fait du rugby, pas du tout à haut niveau, hein, mais dans un club. Et du coup, ils font partie des bons clubs de la région. Donc, ils commencent à avoir. Et, euh, en fait, tout ce monde-là, là, du sport, tient à l'énergie des bénévoles, à l'énergie des gens qui donnent 1 heure par-ci, 1 heure par-là, à l'énergie des parents qui sont au bord du terrain, des gamins qui, même en plein hiver, ont envie de s'entraîner. Et la question de enfin, souvent, tu sais, on parle société, tout ça, dans le handicap, société, etc. Et je trouve que c'est vraiment des héros, tous les gens qui donnent du temps, en plus de tout ce qu'ils font la semaine, ils bossent tous, bénévolement, au profit de gamins qui, bah, en fait, vivent des émotions pendant parfois 1 demi-heure, 1 heure. Parfois, tu te tapes à aller au Danemark la nuit, tu reviens parce que tu as perdu et que. Non, mais en fait, c'est aussi ça, quoi. En fait, il n'y a pas que des gagnants. Et à chaque fois, il y a surtout. Enfin, le bad, c'est un gagnant, un perdant ou 2 gagnants, 2 perdants, quoi. C'est pas. Et du coup, putain, cette énergie-là, à la fois, c'est galvanisant et à la fois, ça devait être peut-être parfois lourd à porter sur les épaules d'une enfant, quoi. Parce que en fait, il y a beaucoup d'espoir qui sont nourris dans un match. À quel moment tu sens que ton corps il suit plus ou que tu as
t'as des choses qui se passent et que c'est pas normal? À quel moment, toi, tu le ressens? Euh, à 15 ans, vraiment, où je me retrouve foudroyée par la douleur, dos bloqué, lumbago, incapacité de marcher. Donc vraiment, je ne peux plus bouger. Un matin en te levant ou sur un terrain? Pas d'entretien. Ok. Et donc, c'était pas la première alerte, mais celle-ci, elle était vraiment forte. Et en fait, en période d'adolescence, on mettait souvent ça aussi sur elle grandit, elle a des douleurs, c'est normal, elle grandit. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'avec le recul, maintenant, je le sais, mais pendant toute la période où j'ai grandi à travers tout ça, je ressentais beaucoup de fatigue, mais des pics de fatigue, pas de la fatigue. En tout cas, moi, je savais que c'était pas de la fatigue liée au sport. J'avais le pressentiment que c'était une fatigue qui devait pas être comme ça, qui était trop forte, qui n'était pas normale. Mais du coup, on me disait: «Oui, bon, bah, tu fatiguée, arrête de te plaindre un petit peu, quoi». Et des douleurs où j'avais des douleurs dans le corps, j'avais des douleurs dans la colonne vertébrale, dans le bassin, énormément de douleurs dans le bassin. Oui, mais c'est normal, tu grandis, tu es en adolescence, donc bon, tu es peut-être un petit peu chochotte, faut que tu prennes un peu plus sur toi, fais-toi un peu plus mal. Et donc ça, j'ai grandi après tout ça. Mais à 15 ans, donc quand je me retrouve foudroyée comme ça, la seule personne vraiment qui m'écoute à ce moment-là, c'est pas les instances, c'est pas la fédération, c'est pas mon père, c'est pas, le conseil régional, c'est pas le club, c'est ma mère. Ma mère qui dit: «Là, c'est pas normal». Elle a 15 ans, c'est pas normal qu'elle soit dans cet état-là, même avec du sport. Elle manque pas de muscles, elle manque, pas d'entraînement, il y a quelque chose qui va pas. Donc elle insiste pour que je fasse, une IRM, que je vois un médecin et que vraiment il fasse quelque chose d'autre que juste une séance d'ostéo et de kiné et puis on essaye de remettre, de revisser tout ça, quoi. Et donc là, on voit hernie discale, donc quand même, c'est tôt. C'est très tôt, donc je suis à l'aube de mes 16 ans, une première hernie discale décelée et du coup, prévention, très légère à ce moment-là. On me dit, ou ben: «Faut que tu te renforces». OK, faut que je me renforce, mais par contre, faut pas que je me plaigne. Et ils font un lien avec le sport? Ils ne disent pas à un moment: «Attends, Trop de pas sport. normal, trop de sport»? Peut-être trop de sport, la croissance. J'ai été plâtrée quand j'avais 11 ans parce que j'ai eu une maladie de croissance au niveau du genou qui s'appelle Osgood-Schlatter, donc un nom dormir debout, mais que beaucoup de jeunes ont finalement, mais qui n'est pas forcément mis en avant. Et donc moi, j'ai été jusqu'à être plâtrée pour plus que le genou soit sollicité. Tous les épisodes de fatigue, enfin, étaient déjà là, mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une maladie qui fait que ça explique tout ça, en fait. OK. Et tout ce qui existait déjà a été mis en stand-by, au lieu d'être écouté. Et moi, c'est un peu une lutte que j'ai, je dévie un peu du sujet, mais c'est un peu une lutte que j'ai aujourd'hui justement sur la prévention, sur, le sport, c'est bien. Mais par contre, être à l'écoute de soi, c'est bien aussi. Et moi, c'est cette partie-là que j'ai complètement occultée et qui a fait que peut-être j'ai aggravé aussi les choses à ce moment-là, dans l'évolution de mes maladies. Mais en même temps, c'est ce qui m'a aussi sauvée parce que, quand je me suis retrouvée, paralysée en 2017, j'ai quel âge? J'ai 31 ans. Sans les sports de haut niveau, je sais pas si je serais encore en train de marcher là. Ça a été très long pour récupérer et au centre de rééducation, ils savaient pas si j'allais pouvoir remarcher. Ce diagnostic que toi, tu as posé, ça donnait quoi dans la discussion, avec tes parents justement de: «Ah mais vous vous rendez compte en fait qu'à ce moment-là, j'ai eu un truc, et que potentiellement, je ça a dû être, compliqué et en même temps peut-être soulageant après de se dire: «Bah, est-ce que c'est héréditaire?» Parce qu'en fait, on cherche toujours les causes Oui. des handicaps et tout ça. Vous en êtes où, dans cette, discussion, On n'a pas vraiment eu, de problématique là-dessus. Hem, Mon père, il a beaucoup, beaucoup occulté, je pense, cette partie de, elle a des problèmes de santé. Mais maintenant, on n'est plus à ce stade-là, hein. Tu ce que j'ai enduré. Ma maman, ça a été plus dur parce que la culpabiliser, je pense qu'en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, elle culpabilise toujours de cette situation-là. Mais enfin voilà, moi, je leur ai juste dit: «Écoutez, je viens de Suède, je suis chez Ikea, donc c'est normal. Je suis un kit, faut juste remettre les faut les choses». Je suis plus dans le
m'autodérision de tout ça parce qu'en fait, ça m'a apporté tellement. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, mon handicap, mes maladies m'ont apporté tellement de choses positives que j'ai aucun regret de tout ce qui s'est passé, en fait. Je suis alignée avec tout ce qui s'est passé et je me dis, ça devait se passer comme ça. Et j'essaie de déculpabiliser mes parents par rapport à ça, mais je pense est-ce qu'on peut. Je suis moi-même parent, je sais ce que c'est. Euh, mais on le vit bien. En fait, c'est intéressant. Pourquoi je vais sur ce sujet-là? Parce que je sais que effectivement t'es maman et tu vois, j'ai essayé de transposer en me disant, bah, quand ton gamin il fait du sport, que tu vois qu'il a une capacité à performer et que ça l'anime, bah, t'as plutôt envie de l'aider à aller dans cette performance. Et en fait, le j'ai mal, etc. Bah ouais, mais vas-y, en fait, entraîne-toi plus. En fait, c'est compliqué de réussir à écouter les enfants et à discerner la bobologie, machin, bah non, en fait, peut-être qu'il y a vraiment un truc. Et on pense pas, en fait, on pense à tout ça quand on a le problème qui nous pète avec on se dit, ah bah oui, tiens, c'est vrai que je l'ai pas pris en compte. Mais tant qu'on sait pas, on sait pas. Alors moi, avec mes enfants, j'ai mis le frein à main. Ouais. C'était ma question, justement, ma question, c'était ça. Avec tes enfants, c'était, du coup, comment tu gères ça? J'ai un gros frein à main et c'est une question c'est des choses qui me stressent énormément. Je suis BG. Et je suis très à l'écoute, peut-être trop à l'écoute, mais en même temps, je vais beaucoup questionner. Parce que moi, ce qui m'a manqué, c'est pas finalement. Enfin, si, c'est qu'on ne m'écoute pas, donc ça, c'est sûr. Mais c'est aussi qu'on ne me questionne pas, qu'on ne me pose pas les bonnes questions. Donc, je suis beaucoup dans le questionnement et dans l'analyse sur du long terme, mais pas que à l'instant T. Donc, si un de mes enfants est en pleine activité et me dit hein, là, j'ai mal, en fait, je vais analyser. Tout est analysé de A à Z, donc c'est super fascinant pour moi. Ouais, pour mon entourage aussi. Pour eux, surtout, je pense. Attends, mais on va faire passer des messages. Ils ont 7 et 9 ans, c'est ça? 7 et 10. 7 et 10. Ouais. Et en même temps, tu es au courant qu'ils ont une partie de toi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont ton caractère. Ils ont un caractère, ils sont téméraires. Donc, du coup, ça doit être super pratique, ça. Donc, eux, ils disent on y va, on y va. Toi, tu vas dire non, non, non. Ils font du sport? Ils font du sport tous les deux. Ils font, je te laisse deviner, Du une badminton. Mon fils, ça fait 2 ans qu'il en fait et c'est sa deuxième année, non, c'est sa troisième année là. Il fait de la compétition maintenant. Oui, d'accord, ça fera un mec qui reste quand même. Non, je vais pas les mettre à leur attaque. Oui, voilà. Chien a insisté lourdement pour faire du badminton cette année. Elle a 7 ans, c'est là que je vais commencer, donc voilà. J'ai essayé de repousser hein, parce que je lui ai dit, mais t'es pas coordonnée encore, il faut que t'apprennes à te coordonner. Mais elle s'amuse, elle s'éclate, et puis elle est pas aussi téméraire que moi, donc je sais que si elle est fatiguée, elle arrête. Enfin voilà. Mais mon fils, il a 6 ans de rugby derrière lui. Il a une carrure très fine et très allongée, plutôt une carrure d'un enfant qui fait de l'athlétisme, tu vois. Mais par contre, le rugby lui apprend beaucoup de valeur et il aime beaucoup ce sport. Donc, on est dans l'entre-deux, entre un sport de raquette, un sport de rugby, de ballon, combat en même temps. Mais je suis. Et puis, ils ont déjà eu des épreuves aussi physiques où mon fils avait un rhume des hanches, donc une maladie des garçons qui est assez courante aussi, mais à un stade très 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 avancé. Typiquement, quand il a des problématiques de santé, il cache tout. Et donc là, il boitait depuis quelques jours, quelques semaines, jusqu'à un matin où il rentre jusqu'à mon lit en me disant « Maman, je peux plus me mettre debout. » Et je me dis « Waouh, là, on a raté quelque chose. » Et en fait, on est parti à l'hôpital et il est resté 3 jours avec des pieds attachés à des poids, interdiction de se lever, enfin, vraiment un épanchement synovial au niveau des hanches énorme. Donc, il connaît aussi... Ça, tu t'es posé la question avant de devenir maman de l'hérédité, ok, mais en fait, ou est-ce que non, c'est pas un sujet, enfin, en fait, tu penses pas. Alors, pour mon fils, non, ça n'a pas été sujet parce qu'on a découvert mes maladies. Donc, j'ai une spondylarthrite et une maladie neurodégénérative et une myofasciite à macrophage qui est héréditaire. Donc, c'est une maladie auto-immune héréditaire. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que en fait, Oui. quand t'es pas concerné. C'est ça. Alors, c'est des maladies croisées, c'est-à-dire que la spondylarthrite, c'est une maladie inflammatoire des articulations.
qui entraîne l'ankylosement des articulations ensuite entre elles, le verrouillage des articulations entre elles. Donc ça crée beaucoup de douleurs, d'inflammation du corps. Et c'est sûrement ça qui a accentué mes problèmes de colonne vertébrale et qui a fait sauter tous mes disques un par un et toutes mes opérations que j'ai par rapport à ça. Ça m'a donné des pertes de force aussi, par exemple, parce que ça m'a atteint t'as plusieurs axes, mais moi, ça m'a atteint la main gauche. Au mois d'août, ça a atteint ma cage thoracique, donc j'ai perdu en capacité respiratoire aussi. Donc je fais de la kiné par rapport à ça. Donc ça, c'est une maladie héréditaire, la spondylarthrite, et qui entraîne souvent aussi des dérèglements intestinaux. Donc des douleurs intestinales, des ballonnements, des pertes de poids, des intolérances gluten, enfin voilà, en globalité. Une myofasciite à macrophage, c'est une maladie que j'ai découverte il y a 3 ans ou 4 ans. C'est une maladie dégénérative des muscles. En fait, moi je l'appelle la maladie de Pac-Man, parce que je pense que c'est plus sympa Pac-Man que myofasciite à macrophage. C'est les muscles qui s'autodétruisent entre eux. Et donc vraiment le petit Pac-Man qui a mangé les autres muscles comme ça, donc c'est pour ça. Et c'est un dysfonctionnement du corps et c'est aussi héréditaire. Héréditaire, ça veut dire que tu sais d'où ça. Et ça peut le transmettre. Et, je ne sais pas. et vous avez pas fait, tes parents n'ont pas fait la recherche là-dessus pour. Je pense que il y a des facteurs dans les deux familles. Ok. Mais j'ai jamais fait de recherche là-dessus et pour l'instant on n'a pas fait tester les enfants. Ce soir on est plutôt dans on regarde comment ça se passe, comment ils évoluent, comment ils grandissent. On est attentif. Et on leur donne des petites. Ça peut-être les petites gélules là, tu sais. Non mais de toute façon. On leur donne des paires de bacs. Ah ouais, mais complètement. On verra bien. Mais on peut rien y faire, donc faut mieux prévenir que guérir, oui, mais s'inquiéter trop, ça te bouffe le quotidien, donc c'est pas le but non plus. Oui, quand tu dis je suis au frein à main et que t'en as qui fait du rugby, Voilà. ça va, c'est pas non plus. Je suis en frein à main, donc plus dans le dépassement de soi et dans la compétition vraiment d'aller au-delà. Parce que typiquement, moi, je sais que je dépasse souvent la limite. Et ça, j'ai pas envie qu'ils fassent cette erreur-là, de dépasser cette limite, de franchir le pas trop où t'as des dommages irréversibles derrière. Du coup, tu passes par plein d'opérations. Ouais. Tu passes par les centres de rééducation, tout ça. Ce fameux mec qui te met une raquette dans la main. Et quand tu sors de centre de rééducation, donc t'es déjà maman à ce moment-là? Oui. La question s'est posée, effectivement. J'avais pas répondu à la question d'avant sur ma fille. Oui. Où elle, je savais que j'étais déjà malade. Quand je suis tombée enceinte, c'était un bébé. Je voulais un deuxième enfant, mais c'était un bébé surprise. C'était pas payé qu'elle arrive là. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, je devais me refaire opérer. Et il devait m'ouvrir le ventre pour me mettre du matériel. C'était pas possible. Et j'apprends 2 jours avant de voir le chirurgien que je suis enceinte. Je me dis, waouh, donc là, c'est des faits. Waouh, où tu te dis, tu pleures, tu ris, tu pleures, tu ris. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le prendre? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis au bout de ma vie? Et quand je vois le chirurgien 2 jours après, je sais. J'ai les images devant moi de mes examens. Je sais ce qu'il va me dire. Mais je veux l'entendre parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais garder l'enfant ou pas garder l'enfant. Et au moment où il me dit, bon, dans 10 jours, on est parti. Donc, l'opération, ça va se passer comme ça. J'ouvre. Donc, ça fait à peu près comme une césarienne, un peu plus grand. Voilà. Au poids de 9 mois. On met tout de côté, on place le matériel. Et donc, il me dit, bon, c'est parti. Je fais, c'est un petit problème. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Et là, même lui, il s'y attendait pas. Et donc là, la décision, ça a été soit en fait, vous gardez pas l'enfant et à ce moment-là, il faut faire ce qu'il faut et on y va. Soit vous décidez de garder l'enfant et bonne chance pour votre grossesse parce que c'était une situation très compliquée pour moi, très complexe physiquement. Et par contre, on peut pas opérer tout de suite après, il faut attendre que l'utérus se remette à taille. Donc ça repousse l'opération à plus d'1 an après. Et donc, je prends cette décision-là parce que je me dis que c'est un cadeau de la vie, en fait. Si elle est venue, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'avais peut-être besoin de cette petite étincelle supplémentaire pour me donner à moi de la force aussi.
Et voilà. Et donc, Et ça se passe comment, du coup, la grossesse? Parce que j'imagine que t'as eu... Enfin, je sais pas, mais j'imagine que t'as à peu près tout le monde qui te donne un avis et qui te dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire du mal, et puis en plus, t'as déjà un enfant, et puis... Oui, bah, en étant parent, on peut imaginer à peu près, puis bon, globalement, on voit bien la société, les gens aiment bien donner leur avis, donc... Comment tu gères tout ça? Bah, déjà, enfin, j'imagine que déjà avec le papa, ça a dû être une discussion. Et puis, très rapidement sur la même longueur d'onde ensemble. et vis-à-vis de ton fils qui était déjà là, parce que enfin, j'imagine que quand tu as des problèmes de dos, il y a la question de la grossesse, il y a la question de porter un nouveau-né, parce que s'il avait 2 ans, enfin un bébé, quoi, en tout cas, 2 ans et demi, comment tu gères tout ça et c'est qui les copines que t'as envoyé chier? Non, je rigole, mais ouais, j'imagine que là, tout le monde y va de son petit avis. Ah oui, non, ça a été la douche, enfin la douche froide. En fait, tu t'y attends. Tu t'y attends et moi, je suis dans la bulle à ce moment-là et je m'en fous de ce que disent les gens, en fait. Que c'est moi qui décide, c'est mon corps, c'est moi qui sais si je suis capable ou pas capable. Ils ont le droit de donner leur avis. Et je pense que c'était surtout des peurs de... Oui, Donc, à la maladresse. maladresse, Ouais. on va dire. Une bonne dose de maladresse. Mais non, j'ai beaucoup d'avis. Mais t'es complètement folle. Pourquoi tu t'infliges ça? Ouais. Avec tout ce que tu viens de traverser. En fait, pour refaire le schéma, 2017, je suis paralysée. Euh, je suis en centre de rééducation. Je sors du centre de rééducation, je tombe enceinte. Voilà. Et je repasse sur normalement une nouvelle opération parce que je fais une rechute quand je suis encore au centre de rééducation. Et donc, du coup, c'est un enfer à vivre. Et je viens de laisser mon fils pendant 6 mois. Ah ouais. Voilà. Où pendant 3 mois, il venait me voir 1 ou 2 fois par semaine maximum. Et là, il est avec qui à ce moment? Il est avec le papa Ouais. qui, lui accueille un nouvel enfant. Et pendant 3 mois, il fait des allers... Enfin, il gère le petit tout seul. J'avais pas encore... oui, un accueil de nouvel enfant de la Bah, petite. de la grossesse. Ouais, non, mais même Après, ton fils que tu laisses avec son père. Et donc là, ton fils, il est pas bien âgé à ce moment-là. non, il a 2 ans et demi Ouais, ouais. quand je fais... Donc là, pendant 6 mois, il y a des allers-retours entre bah, on va voir maman, mais maman, elle vit dans un centre de rééducation et gérer la logistique du quotidien. Et donc, sorti de ça, Sortie de ça, tu tombes maman enceinte. elle revient à la maison et bam, elle tombe enceinte. Et maman, elle veut pas quitter très souvent parce que la grossesse a été catastrophique. Du coup, ouais, ça se passe pas, c'était ça le. Euh, Ok. Grossesse compliquée. Grossesse très compliquée. Enfin, même au début de la grossesse, on me dit que il y a peu de chances que l'enfant vive. Ok. Mais on arrive aux dates fatidiques à chaque fois et tout se passe bien. Et c'était assez étonnant à chaque fois que j'allais voir les médecins. Ils me disaient, bah, c'est bien, ça prend bien. Mais Il y avait de plus en plus de monde dans la pièce. c'est ça. Venez voir. Mais non, mais ça se passe très très mal dans le sens où en fait mes douleurs sont décuplées. Je suis sous morphine, je tombe régulièrement parce que mes disques, j'ai un disque qui n'existe plus, donc en fait j'avais mes vertèbres qui se touchaient, et dès que mes vertèbres se touchaient, ça court-circuitait les jambes, donc en fait je suis passée de debout à par terre en une fraction de seconde parce que ça court-circuitait. Comme les petits. Et c'est ça. Comme les petits jouets là pour enfants. T'appuies, puis d'un coup, t'as les jambes qui. D'accord. Ok. C'est bien ça. En mode grossesse, ça doit être. Ça doit pas être stressant. T'as dû vivre 2, 3 moments de panique un peu où tu tombes, tu te fais mal, tu te dis oh là là, ça y est, c'est fini. En plus, je crois que c'était avec elle, j'ai un accident de voiture, donc du coup j'ai un bleu interne au niveau du ventre avec la ceinture. Enfin, franchement, si tu veux avoir une grossesse, mais en même temps, elle est vivante, je suis vivante. Ouais, on continue quoi. Elle est née prima, j'ai été déclenchée Ok. À combien l'année? à 36. Ok. Donc elle est juste comme il faut. Voilà. Et en fait, incroyable parce que même quand elle est arrivée, je pense que c'est une enfant qui était faite pour montrer la force et la puissance de l'humain. Mais vraiment, c'est incroyable parce que même quand elle est née, ils nous avaient préparés pendant des semaines en nous disant quand elle va naître, on l'emmène, elle part en réa.
Parce qu'avec la morphine, le risque, c'est l'arrêt cardiaque dû au fait du manque dans les 3 premiers jours de vie. Pendant la grossesse, aucun risque. À la sortie, elle n'a plus aucune dose de morphine qui passe parce que la morphine passe légèrement dans le placenta. Ah, donc en fait, il y a un côté toxico Exact. des bébés pour les mamans qui ont eu de la morphine pendant la grossesse. Les 3 premiers jours, ils risquent une overdose. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Juste le syndrome du choc. Incroyable, ça. C'est la première fois que je pense. Et donc, du coup, quand. Et elle a eu ça? Donc, oui, mais alors pas cette. En fait, quand elle est née, ils nous l'ont donnée et je dis, mais pourquoi vous me la donnez? Faut partir avec elle. Oh, Et ça s'appelle comment? j'étais en Zoé. La pauvre, j'étais en rejet total. Je me dis, mais je la veux pas, faut partir. J'étais tellement préparée et conditionnée à ce qu'elle parte que je comprenais pas pourquoi elle me laisse. Mais ils m'ont dit, mais en fait, c'est génial. Enfin, elle va super bien. Son cœur est au top, on vient de faire toutes les tendances, donc vous pouvez profiter. Par contre, on était en réa pendant. Enfin, il partait toutes les 4 heures avec elle. Ok. Comment son grand frère s'appelle comment? Valentin. Valentin. Comment vous avez géré avec Valentin? Remarque, il était jeune, donc tu captes peut-être moins. Non, c'est un hypersensible. Ah. On se demande pourquoi. C'est un hypersensible, il comprend tout très vite. Et du coup, vous lui avez expliqué un peu Oui, il est très attentif, il est très bienveillant, il s'est énormément adapté. Un petit caméléon, il s'est adapté à toute la situation. C'est pas pour autant que ça a été facile pour lui. Il y a eu ce sentiment d'abandon, plus ensuite une petite sœur qui vient, plus ensuite maman qui doit essayer de gérer. En fait, il a grandi très très vite. Oui, d'être bien autonome, l'autre. Très très bien. On imagine bien. Ok. Donc, sorti de ça, Voilà. là, tu te dis, ah même c'est vrai que j'avais refait du bad. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Et là, quand tu leur annonces à tous, après ça, Vous allez faire un arrêt cardiaque? ah, mais ouais, je pense que là, ils ont dû se dire, mais quoi, enfin. Et donc là, tu leur dis, au fait, je vais recommencer le bad à haut niveau, parce que sinon, c'est pas drôle. Exactement. Et tu prépares les jeux. T'étais sur les Je jeux prépare les JO 2028. 2020. Ah oui. T'étais en tant que spectatrice sur 24, t'avais pas encore repris. Et là, tu prépares 2028, Et là, je prépare 2028. sachant qu'il y a 3 mois, enfin, ou quelques temps, quoi, t'étais en compétition dans les championnats européens, Oui, que, j'ai gagné. voilà. Voilà. Comme ça, au moins. Donc, t'es médaille d'or. Là, t'es championne européenne. Non, je suis médaille d'or. D'accord. Et je prépare le championnat du monde dans 2 mois, là. Ok. On fait Ça se joue? On part au Bahreïn. Ok. À Bahreïn, au Bahreïn. Bon, à Bahreïn, je pense. Et c'est quoi l'objectif, là, sur Los Angeles? Los Angeles? Ah bah, médaille d'or. D'accord. Soir. Ok. Ouais. C'est quoi la catégorie? Parce que vous êtes... en tout cas, moi, je connais 2. Oui, il y a 6 catégories différentes. Tu joues avec... Debout. Ok. Handicap bas du corps. Même si à l'heure d'aujourd'hui, mes mains sont atteintes, on priorise un type d'handicap, donc celui qui est le plus important. Donc moi, c'est les jambes. Ok. Déficit moteur, bas du corps. Et donc, je suis en terrain complet. Ok. Et à l'heure d'aujourd'hui, je joue... Enfin, je suis médaille d'or en double dame. Je suis bronze en mixte pour les Europes. Je vais changer de partenaire à partir du mois de mars, où je joue avec Lucas Mazur, qui est champion olympique 2024. Et donc, on jouera ensemble. Je croise les doigts pour que tout se passe bien sur le terrain. Nous n'avons pas encore joué ensemble officiellement sur un terrain. Donc, en tout cas, on essaye ensemble au mois de mars, dans l'objectif de faire les Jeux olympiques ensemble ensuite. Donc là, tu pars sur un projet pour 3 ans. C'est ça. Et tu joues pas avec Milena. Milena, elle est sur terrain... Elle vient de changer de catégorie. Ouais, bien de changer de catégorie, ça, elle est sur terrain raccourci. Et c'est qui les stars c'est qui les médailles d'or là typiquement sur les jeux? C'est qui est-ce qui a remporté les médailles d'or? En France, Lucas Mazur. Ok. Donc ton futur partenaire, si tout va bien en mars. Il y a Charles Knox aussi, qui est en petite taille, qui est aussi champion olympique. Et ensuite, il y a Maud Lefort, qui est championne d'Europe également, qui est dans la catégorie SU5, donc c'est atteinte des membres upper, donc supérieurs du corps. Mais à l'échelle du monde, je veux dire, c'est qui
C'est qui les concurrents? Les Asiatiques. Ok. Mais je pourrais même pas encore te donner de nom. Je vais sur le terrain pour gagner, peu importe qui est en face de moi. Ok. Et du coup, là, tu leur dis quoi à la famille et tout ça? Enfin, quand tu te lances dans un projet de sportif de haut niveau, c'est-à-dire que tu recommences sur 5 entraînements par semaine. J'imagine que, évidemment, c'est pas à côté de chez toi parce que sinon c'est trop facile. Donc, ça veut dire que tu... Pas à moitié, je choisis des entraîneurs qui sont à l'opposé de là où j'habite. Nickel. Et, oui, non, je leur dis, en fait, si tu veux, il y a toute une phase préparatoire où je me mets dans ma bulle aussi, parce que ce qui se passe, c'est que quand j'ai la raquette en main avec Thomas, si au mois de février, Ouais. et que je reprends, que je mets les pieds sur un terrain de badminton dans un club en septembre. Donc il y a quand même plusieurs mois qui s'écoulent entre les deux. Et pendant tout ce temps-là, je ressors ma raquette de badminton chez moi à la maison, mes chaussures, mes anciennes tenues où j'arrive encore un petit peu, on reprend à rentrer dedans, je m'adapte, mais je m'entraîne dans mon salon. J'ai un grand miroir dans mon salon. Je me mets devant le miroir et je fais du shadow, donc des déplacements devant le miroir, raquette en main, avec la musique. Et je fais simplement ça pendant... Eye of the Tiger. C'est ça, mais je le dis à personne. Ah oui. Mes enfants ne me voient pas, ne le savent pas. Mon compagnon ne le sait pas, ne le voit pas. Je n'en parle à personne. Je fais ça dans mon coin. Attends, tu fais du shadow en badminton? Ouais. C'est... ok. Ouais. Des déplacements gauche-droite, devant-derrière, frappe haute, frappe main basse. Faut pas que je tape le plafond de chez moi, mais... Ouais, c'est ça, c'est que là, faut quand même... Ah ouais. Il y a des... Il y avait de l'espace, c'est bon. Là, j'ai le miroir pour m'aider en face, en plus pour justement connecter les Et positions dans le corps. à quel moment, quand tu fais ça, parce que j'imagine que c'est pas dès le début, à quel moment tu te dis, ok, là, en fait, c'est bon, bien sûr que j'y vais, et bien sûr que je vais pouvoir y aller. Pendant les JO 2024. Ok. Quand je suis dans le gymnase et que je revois toute l'effervescence. En fait, comment dire, la flamme, elle était allumée déjà. Mais là, c'est viscéral. Quand je suis dans le gymnase et que je vois tout ça, c'est viscéral. Je revois tous mes anciens entraîneurs, je revois des anciens joueurs. Et encore une fois, c'est une rencontre humaine où je revois un ancien joueur où j'avais des posters de lui quand j'étais à l'internat parce que c'était un grand athlète, je sais pas combien de fois champion de France, etc. Donc c'est un modèle pour moi quand j'étais jeune. Je le vois, on commence à discuter et il me parle des joueuses françaises parce qu'il a fait 1 an de para-badminton où il était entraîneur des paras et il me parle de toutes ces personnes-là et c'est à lui que je dis bah, je vais reprendre. Il y a les championnats de France dans 2 mois là. Je vais reprendre, je m'inscris pour les France et là il me dit mais tu vas faire les France, ok, et après? Je lui dis bah après on va aller plus loin, on va aller aux Europes. Il me fait oui non d'accord, et après? Et en fait là je lui dis bah les JO 2028. Il me fait on est d'accord parce que tu vas pas reprendre juste pour faire les France, là, tu reprends, tu vas aux JO avec ce que tu avais comme background, vas-y. Et je lui fais vraiment? Il me fait bah, pourquoi tu crois pas en toi? Je fais moi si, mais personne ici croit en mon projet si je le dis. Il y a personne qui va suivre. Mais c'est toi qui es le plus important, donc fais-toi confiance, vas-y. Et si tu as envie d'aller au JO, ben donne-toi les moyens. Et je pense que vraiment, ce petit moment de vie a complètement fini de planter le décor dans ok, je vais reprendre et bam, j'y vais. Et c'est à ce moment-là que j'ai parlé autour de moi en disant Et c'est lui qui t'accompagne? non, pas du tout. Pas du tout. Bonne question. Ça aurait pu être. Ça aurait pu. Parce qu'on avait un début de film, là, quand même. Ok, donc il te dit ça. Toi, t'es au jeu, t'es censé être dans le public, Oui. t'es censé juste être à regarder les jeux, et tu rentres chez toi et tu dis à ton mec, au fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non, mais en vrai, c'est cool, le moment, l'effervescence, tout ça. Mais derrière, effectivement, j'imagine que tu reprogrammes un peu toute ta vie autour de ça, quoi. Complètement. Et ça va très très vite en plus de ça. C'est-à-dire que bah, je reprends en septembre 2024. Je retourne à mon premier entraînement, mort de trouille, parce que tu as l'impression de tout redécouvrir. Et finalement, je sais pas en fait comment ça va se passer. Je projette, je visualise, mais on n'a jamais de certitude à ce moment-là. Je sais pas comment mon corps va tenir, je sais pas. Donc au début, c'est waouh, c'est toute la découverte. Trouve un coach, Je joue avec des valides. Non, au début, je joue avec des valides. Ok.
Et il y a ce côté, tu me vois, tu sais pas que Le handicap parlement invisible. ouais, c'est vraiment. Donc, il y a aussi ce côté de te présenter aux autres en expliquant un peu les choses, mais j'ai pas non plus envie de leur dire. Donc, la découverte et le retour sur le terrain met un peu de temps à se mettre en place, en tout cas pour que je me sente bien et pour que je comprenne l'adaptation que je dois mettre en place aussi. Parce que pareil, autant j'ai appris à m'adapter dans mon quotidien, autant là, c'est une nouveauté, il faut que je réapprenne encore à m'adapter. Et au final, il y a les championnats de France qui arrivent très très vite. Euh, C'était aux vacances de ce mois d'octobre. J'y vais avec mes enfants. J'embarque mes enfants avec moi, pas de mode de garde. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, les loulous, on va dans un gymnase. Mon père nous rejoint aussi. Mon père a suivi le projet, s'imagine bien, à 1000% d'un appartement où je lui ai dit j'y retourne. Voilà. Ok, on va au Danemark. Un côté Little Miss Sunshine, c'est dans le... Vous voulez, dans le car. Le petit van de marionnettes. Et donc, du coup, on fait ce déplacement à Valence. J'y vais en train avec mes enfants et je fais vice-championne de France là-bas. Et Que deg. je suis deg, oui, mais en même temps, je me dis quand même, c'est dingue, je suis retournée sur un terrain. Je pleure de toutes les émotions possibles. Hein. C'est marrant parce que c'était sûr, Ah oui, vu ton profil, que vice-championne de France, ça t'allait pas. bah, forcément, tu veux toujours plus. Mais par contre, je suis repérée par la Fédé, Ok. par l'équipe de France, ce jour-là. Et il me propose un stage au Pôle France qui est à Nantes. Il me propose un stage 3 semaines après. Et donc, il me donne les dates. Je regarde même pas, je dis oui. Il me dit, c'est quoi ton projet? Les JO 2028. Il me regarde, il me fait, ah oui. Je fais, non, ça peut paraître prétentieuse comme ça, mais c'est parce que je sais où je vais. J'ai maturé ça et je sais que je peux y aller, je sais que j'irai. Donc voilà, donc je préfère le dire tout de suite parce que ça va être un engagement sur plusieurs années. Donc autant que eux aussi ils sachent dans quoi ils cliquent. Voilà. Et en fait, Par contre, j'ai avec mes 2 enfants. mais voilà, c'est ça. Donc du coup, 3 semaines après, je pars pendant 4 jours à Nantes et là je fais, ok. Mais en fait, comment je vais m'organiser? Je vais faire quoi de mes enfants? Donc ça a été une année 2024-2025 à gérer toutes les organisations parce que je pars après en Égypte, je prends la décision de partir en Thaïlande. Donc là, Et du coup, tu fais... T'avais... j'appelle ma mère aussi. Ah, d'accord. Donc c'était maman... Parce que toi, ton mec, en plus, il est intermittent. Et donc, lui, il a aussi un quotidien, des contraintes et tout. Du coup, c'est mamie... c'est mamie qui vient... Mamie Béa qui vient gérer les petits. Et donc, parce que c'est quoi le rythme de la compétition internationale? J'imagine que tous les mois, t'es pas là, quoi. Alors en 2026, j'en ai 7 qui sont déjà calés. On a fait beaucoup. Et oui, c'est tous les mois. Là, quand on est en déplacement international, on part pour minimum 7 jours. Ça, c'est hyper intéressant parce que j'imagine que 100% des sportifs de haut niveau doivent vivre cette gestion de qu'est-ce qu'on fait. Et puis, tu dois être prise entre plusieurs sentiments. C'est à la fois, bon, il y a un truc d'un peu de culpabilité, j'imagine, de temps en temps, de bah tiens, je suis en train de jouer au badminton pendant que mes gosses ils sont à l'école. Bon, ok, ça à la rigueur, ça s'évacue plus vite que le reste. Enfin, ou pas, mais en tout cas, bon, il y a un côté, bah, c'est quand même vraiment cool. Donc, est-ce que je leur fais louper l'école et est-ce que je les embarque avec moi? Parce que quand même, aller visiter la Thaïlande et autres, ça peut être chouette. Et puis, il y a le côté, ben, ouais, juste l'impact. Enfin, en fait, je peux pas me priver de ma vie Oui. pour mes enfants. Et en même temps, c'est mes enfants, c'est moi qui les ai choisis. Et donc, ça doit être la vibration, là, elle doit être... On a l'impression d'être tiraillés en deux mondes complètement. Mais tous les sportifs ont plus... Enfin, Bien sûr. tous les sportifs internationaux vivent ce truc-là, quoi. On passe par des choix comme ça, par des phases ou des périodes où c'est facile et des périodes où c'est beaucoup de remise en question. Et il y a un lien avec l'école. Il y a des programmes qui existent en mode, pas sport-études, mais enfants de parents sportifs de haut niveau. Et en gros, comment on adapte? Je me suis jamais posé la question. Ok. Alors, pour la petite histoire, j'ai été enseignante. Bon, j'ai un master de enseignement. J'ai été enseignante et
Bien sûr que tu t'es dit, je les enlève de l'école, je leur fais l'école et bah oui. Voilà, c'est des questions que tu te poses aussi. Et puis après, l'école de la vie, pour moi, elle est encore plus, enfin, elle est tout aussi impactante que l'école de la scolarité. Bien sûr. Donc ça m'est arrivé de déscolariser mes enfants, pas pour le badminton, mais pour partir en voyage en Asie notamment. On est parti pendant 2 mois pour leur faire découvrir une autre culture, pour leur ouvrir l'esprit sur autre chose en fait, et pouvoir commencer ailleurs aussi. Et dans le monde du badminton, je l'ai pas encore totalement fait là pour l'instant, mais bien sûr que c'est dans ma tête, bien sûr que c'est dans mes projets. Là, je leur ai demandé, j'ai les championnats de France en janvier, je leur ai demandé, est-ce que vous voulez venir avec moi? C'est vendredi, samedi, dimanche, donc on part le jeudi. Bon, ils ratent Ça les va. journées, mais c'est une question que je leur pose. Est-ce que vous voulez venir avec moi sur une compétition comme ça? Je sais que je peux assumer de les avoir parce qu'ils sont dans une autonomie qui fait que je n'ai pas à me préoccuper de est-ce qu'ils vont s'enfuir du gymnase ou pas. Ouais. Je sais qu'ils vont être bien joueux, qu'ils vont bien se mêler, qu'ils connaissent en plus maintenant les encadrants, les joueurs. Enfin, limite, ils ont dit oui pour venir voir tout le monde. Et je sais même pas si c'est pour moi, tu vois. Mais après, sur des déplacements, ou l'année prochaine, par exemple, je fais Thaïlande, Indonésie, au mois de novembre et décembre. C'est deux compétitions qui vont suivre. Il y a une semaine d'écart entre les deux. Donc, je ne vais pas y aller, rentrer et repartir. Donc, je vais partir à minima 3 semaines. Sur cette période-là, bien sûr que je me pose la question de les emmener avec moi. Peut-être pas sur toute la période, parce que ça fait aussi beaucoup pour eux. Et pour ma propre gestion, c'est difficile. Parce que quand je suis en compétition, je suis vraiment dans la bulle. Je coupe tout, en fait. Et puis, j'ai besoin de garder toute mon énergie. Après, Thaïlande, Indonésie, s'il y a besoin d'une nounou ou quelque chose, je pense qu'il y en a plein qui vont lever la main. Je sais, c'est hyper intéressant parce que ça bouleverse quand même pas mal de codes et de standards. Je trouve que la question du sport de haut niveau et la question du parcours quand on voit que tu démarres avec une performance où on te dit bah non, t'es une nana, donc c'est pas toi qui es sélectionné alors que tu gagnes, et qu'aujourd'hui tu te poses la question d'écrire complètement les règles de ton monde, et on voit bien que globalement tu fais quand même plutôt ce que tu as envie, plutôt que ce qu'on t'impose. Enfin, c'est hyper remarquable, et venir prendre la parole sur ces sujets-là, je pense que ça pourrait délivrer beaucoup de personnes, mais femmes ou hommes en plus des carcans dans lesquels qu'on s'impose, quoi, parce qu'en fait, il y a personne qui le fait pour toi, quoi. À un moment, quand tu es sur le terrain, c'est toi qui gagne, c'est toi qui te bats. Quand tu décides de faire Los Angeles 2028, c'est pas rien, quoi. C'est un gros projet. C'est un gros projet qui implique beaucoup de monde autour de soi aussi. Bah ouais. Donc c'est pour ça que c'est important quand même d'embarquer les gens avec toi et d'avoir un peu une approbation aussi de personnes qui se soutiennent, parce que seul, c'est pas possible. C'est un travail collectif. C'est encore une fois, c'est la force du collectif. Et c'est ce que je prône et c'est ce que j'aime et c'est ce que tu parles par rapport à l'inclusion ou à l'esprit des bénévoles, par exemple, qui vont... Parce qu'en fait, c'est une force du collectif qui fait que on emmène des choses. Mais à travers l'objectif que tu vas toi-même atteindre, que moi je me suis fixé, t'embarques aussi d'autres choses, des valeurs, t'embarques de l'humanité, t'embarques de l'amour, du partage, et des personnes aussi qui vont se lever et faire des choses aussi différemment. C'est vrai que depuis que j'ai parlé de ce projet-là, autour de moi, il y a une énergie qui s'est levée. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que avec tout le parcours que j'ai médicalisé et toutes les péripéties de vie, on va dire, qui me sont arrivées, tu as toujours 2 choix. Soit tu te laisses écrouler, soit tu te relèves et tu y vas. Et le fait d'avoir mis en place ce parcours 2028, bah, autour de moi, j'ai des copines ou des copains qui m'ont dit, en fait, je me suis remis au sport. Ah tiens, je me suis réinscrit dans le club. Ah tiens, j'ai fait... Mais en fait, je trouve ça génial parce que tu insuffles en même temps le dépassement de soi à d'autres personnes qui étaient peut-être un peu dans le confort de vie. Et je sors pas trop de ma zone de confort parce que finalement, j'y suis bien. Mais en fait, elle a raison. Il faut se bouger, il faut mettre des choses en place, il faut évoluer, etc. Donc, Hyper intéressant. T'as pensé à documenter tes suivis d'un point de vue médias et autres pour le parcours jusqu'à Los Angeles? Parce que là, le côté, enfin, suivre la famille
et la vie familiale et justement ce truc de comment tu gères les enfants, la préadolescence, Oui, l'adolescence à Los Angeles en 2028 s'il y a des et autres. personnes qui veulent me suivre, c'est avec grand plaisir. Ouais, c'est intéressant. Très bonne réflexion, enfin très bonne remarque, effectivement. Écoute, on en parlera d'un petit contrat. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'il y a plein de... En fait, à travers le projet sportif, enfin, limite, le projet sportif, il est secondaire, vu que de toute façon, c'est une médaille d'or. Donc, bon, bah, va chercher ta médaille d'or, fais ce qu'il faut pour. Et puis, à côté, c'est quoi les impacts et, ouais, non, bravo. On a un gimmick dans Atypique, c'est que l'invité d'avant t'a posé une question et tu poseras une question à l'invité d'après. L'invité d'avant, c'était Christian Pansard et Célestino Xavier de la Mission Handicap. C'était 2 invités. De mémoire, la question de Christian, c'est qu'est-ce que tu fais, et qui rejoint celle de Célestino, hein, c'est qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour changer le regard autour du handicap, de l'inclusion. Alors, c'était dans ton entreprise, mais dans ton entreprise, là, j'ai envie de dire, dans ton entreprise individuelle. Ton entreprise individuelle, c'est ce que tu entreprends. Je vais essayer de réadapter. Ben voilà, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour changer le regard sur le handicap? C'est une belle question, hein. Qui prend beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que je fais au quotidien? J'ai pas de... Je sais pas, j'y vais tous les jours. D'un point de vue extérieur, aller choper des médailles, c'est pas mal pour changer le regard sur le Oui, handicap. non, c'est ça, c'est lever les barrières, montrer qu'on peut lever les barrières, qu'il n'y a pas de limite en fait. Moi, j'ai pas de... Plus tu me dis c'est pas possible, plus je vais y aller. Donc, c'est en fait se dire que c'est nous les propres décisionnaires. Et donc, c'est ça que je veux montrer, c'est que on peut adapter n'importe quelle situation en fonction de ce qu'on a envie de mettre en place. On a un objectif, on a des rêves, on a des choix, on a des envies. Si on rentre contre un obstacle dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour passer au-dessus ou à côté de l'obstacle finalement? Ou creuser si t'as un rocher, tu creuses dedans et je traverse le truc. Mais y aller, en fait, coûte que coûte, essayer de trouver des solutions, justement, et de lever les a priori sur les possibilités que nous impose finalement pas mal de fois la société quand même, hein. Bah, Voilà. l'environnement nous rend handicapés. C'est quoi la question que tu aurais pour l'invité d'après, sachant que je ne te dis pas qui est l'invité d'après, et ça peut être une question ouverte, fermée, tu peux parler badminton, tu peux parler de ce que tu veux. Ok, donc il n'y a même pas de Rien, référence, rien du tout. aucune référence, ce que tu veux. Quelle est la plus belle réussite que tu as envie de partager? Quelle est la plus belle réussite que tu as envie de partager? Très bien. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Je suis venu avec ma pancarte, je ne suis pas un handicap. Mais alors, si tu n'es pas un handicap, qu'est-ce que tu es? Une femme. Une femme, entrepreneur, maman, sportive de haut niveau. Voilà. Donc, c'est bien pas le handicap qui nous définit, mais tout le reste. Un immense merci pour ta visite, pour ta venue. Moi, j'ai appris plein de choses. On va suivre de très près ton aventure parce que c'est hyper intéressant et au-delà du parcours sportif, au-delà de tout ce que tu montres d'un point de vue challenge, il y a quand même l'incroyable délicatesse et énergie avec laquelle tu fais ça, ce qui est quand même beaucoup plus appréciable. Parce que, non mais en vrai, relever des défis et le faire avec le sourire et se marrer, c'est quand même plus sympa, surtout quand on imagine un peu ce que ça veut dire d'un point de vue mécanique pour toi. Et puis là, tu vois tout ce truc autour de l'enfance, de comment sortir des codes, de pas rentrer dans la norme, et alors? Et tu vois, c'est quelque chose, ça fait 2 fois que j'entends des sportifs de haut niveau me parler des codes normatifs et en sortir complètement.
Le dernier en date, c'est Pierre-Michaël Hugues, qui a un parcours lui aussi extraordinaire et qui prépare Los Angeles 2028 de son côté également. Et c'est vrai que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sportifs qui se permettent de parler de tout ça, mais c'est chouette parce que c'est vous en fait les moteurs de nos sociétés. On a bien vu Paris 2024. Je veux dire, l'énergie qu'il y a là-dedans, c'est c'est autre chose en fait. C'est une bulle et je crois que c'est ce qui rassemble les humains beaucoup plus que d'autres sujets. Donc merci de faire briller la France et bah, basiquement, hein, Ouais, et très très heureux d'avoir pu t'accueillir. carrément, avec grand plaisir.